immersion dans le quotidien des élèves de l'école pour déficients auditifs de l'hippodrome. Ici, les gestes remplacent les mots. L'apprentissage suit le même programme que dans les écoles ordinaires. Avec ces filles et garçons pour qui l'inclusion se construit chaque jour, le silence n'est jamais synonyme d'absence de communication. Nous serons avec Awa Adama Koulibaly et Sidi Modibo Dambeli. Quel sens donne-t-on réellement à la montée des couleurs nationales? Le rituel républicain bien ancré dans de nombreuses écoles du Mali échappe malheureusement à beaucoup de nos concitoyens, mais l'espoir demeure puisque les autorités elles-mêmes s'investissent chaque premier lundi du mois à respecter cette tradition, celle de hisser le drapeau et d'entonner l'hymne national. Le dossier est signé Bokari Koulibaly. Je vous amènerai dans cette édition dans un périmètre maraîcher de 2 hectares à Djabala, dans la commune urbaine de Bougouni, gérée par une coopérative de 150 femmes. Les légumes de saison ne font pas défaut dans les repas de toute la zone grâce à la détermination de ces braves dames qui ont décidé de s'épanouir et prendre activement part à la sécurité alimentaire du pays. Lancement officiel de la 11e édition du festival culturel Ogobanya. Les organisateurs étaient face à la presse pour dévoiler les grandes lignes de l'événement placé sous le thème Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable. Samedi 20h, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Je vous invite à prendre le chemin de l'école. Si vous l'avez déjà remarqué, chaque matin dans de nombreuses écoles du Mali, le drapeau est hissé et l'hymne national entonné. Un rituel républicain bien ancré, mais dont le sens réel échappe encore à certains élèves. Et pourtant, nos autorités y accordent un intérêt particulier car elles font ça chaque premier lundi du mois. Elles respectent cette tradition de Koulouba à la primature en passant par les services. L'espoir demeure donc, c'est ce que notre équipe de reportage dirigée par Bokari Koulibaly a tenté de vérifier en faisant un tour dans certains établissements scolaires de la capitale et de Kati pour recueillir l'avis des élèves sur le sens de la montée des couleurs nationales. Suivons donc ce reportage. Bien ancré dans les habitudes scolaires depuis des décennies, la montée des couleurs demeure un rituel incontournable dans de nombreux établissements du Mali. Quotidienne dans certaines écoles, hebdomadaire dans d'autres, cette cérémonie solennelle continue de rythmer la vie scolaire. Alignés, disciplinés, la main sur la poitrine et le regard rivés au drapeau, élèves et enseignants entonnent l'hymne national dans un profond recueillement. Le cérémonial est respecté, les gestes sont précis, l'hymne bien chanté. Mais au-delà du rituel, les élèves en comprennent-ils réellement le sens et la portée? On monte le drapeau par l'amour du pays. Entre efforts, approximation et incertitude, certains tentent de donner une explication parfois confuse, parfois incomplète. J'aime mon pays. Pour monter le drapeau, il faut aimer d'abord avant de monter. Pour le patriotisme, l'unité et les valeurs du pays, pour montrer ça aux autres pays. Après plusieurs échanges, quelques élèves parviennent néanmoins à livrer des réponses plus justes. La montée des couleurs pour moi, c'est un moyen de rendre hommage aux martyrs qui ont combattu pour l'indépendance de ma nation. La montée des couleurs est une cérémonie symbolique qui exprime le patriotisme et l'unité et les valeurs d'un pays, pour renforcer le civisme dans le milieu scolaire. Pour eux, la montée des couleurs ne se limite pas à un simple alignement matinal. L'hymne national suscite fierté, émotion et sentiment d'appartenance, des ressentis qu'ils expriment sans détour. Quand on monte l'hymne national du Mali, je suis fière de notre pays. Et j'ai l'impression d'être en liberté. Quand on chante l'hymne national, ça me procure un sentiment d'appartenance. Ça me fait du bien parce que je me dis que j'ai une très belle nation qui a une très belle hymne. J'en suis très fier. Ça me donne vraiment un bon sentiment d'être un vrai Malien. Au complexe scolaire Toutou Kanté, au collège Toumagnon et au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola, la montée des couleurs est observée chaque jour. Un exercice voulu comme un outil pédagogique pour forger l'esprit civique, renforcer l'unité nationale et préparer les élèves à devenir des citoyens engagés et respectueux des valeurs républicaines. La montée des couleurs, chaque jour, on le fait. Et particulièrement les vendredis, on le fait aussi en Bambara.
Parce que nous disons que quand c'est aussi chanté en bambara, les enfants, ils ont le sens même qui se trouve derrière. Alors, c'est souvent accompagné par des conseils, par des éclaircissements, afin que les élèves puissent bien s'accaparer du contenu. Il y a même une matière dédiée à cela, qui est l'éducation civique et morale, l'ECM. À travers cette leçon, dans toutes les classes, je peux dire que de la première année jusqu'à la 9e année, en tout cas ici au niveau fondamental, les enfants, chaque semaine, ils apprennent des leçons de citoyenneté, des symboles de l'État, en ce qui concerne les institutions, etc., le drapeau, les symboles de l'État, les armoiries, et que les enfants, je pense que vraiment ça contribue à leur formation. Dans d'autres établissements, en revanche, la montée des couleurs se limite au seul lundi. Pour les responsables scolaires et les anciens, cette pratique mérite d'être mieux valorisée. Maintenant, nous constatons qu'il y a eu un désintéressement et en plus de ça, vraiment, ça ne se fait pas tous les jours. Et en plus de cela également, nous constatons que dans beaucoup d'écoles, peut-être la montée ne se fait pas ou on n'a même pas de drapeau. C'est un peu désolant le constat. Dans les coins les plus reculés du Mali, quand tu voyais la montée des couleurs, tu es obligé de t'arrêter. Mais actuellement, les gens passent, 100% le savent. Quelle est la signification même du drapeau? Quel est son respect? Et quelle est la valeur réelle de ce pays? Former les citoyens de demain commence par la compréhension des symboles d'aujourd'hui. Car aimer son pays, c'est d'abord en connaître le sens et les valeurs. Bravo à vous, toujours avec les élèves. Ceux-là sont de l'école pour déficients auditifs de l'hippodrome. Ici, les gestes remplacent les mots. L'apprentissage suit le même programme qui est dans les écoles ordinaires. Avec ces filles et garçons, pour que l'inclusion se construise chaque jour, le silence n'est jamais synonyme d'absence de communication. Encadré par un corps enseignant, patient et attentif, totale immersion dans un univers de signes. C'était toute une matinée et c'est avec Awa Adama Koulibaly et Sidi Moribo Dambeli. Peu à peu, le silence se brise dans la cour de l'école pour déficients auditifs. Les élèves arrivent, sans parole, ils échangent les nouvelles du jour à travers des gestes pleins de sens. Avec cette fraîcheur matinale, une séance d'échauffement dirigée par M. Koulibaly pour chasser les dernières traces de sommeil et préparer les esprits à l'apprentissage. Il est un peu plus de 8h30. Dans les salles de classe, la concentration est totale. Au préscolaire, on pose les bases, l'alphabet pour communiquer, la morale pour bien vivre ensemble et la reconnaissance des mains, principaux outils d'expression. Dans les classes d'initiation, les lettres s'assemblent, les mots prennent forme et les premières phrases se dessinent au crayon. Ici, plusieurs enseignants vivent avec un handicap. Sélectionnés et affectés par l'État, ils se forment sur place à la langue des signes à travers un système de mentorat, faute d'écoles spécialisées. Les enseignants qui enseignent chez nous ici, il y a des enseignants entendants, il y a aussi des enseignants malentendants. Il y a des enseignants qui sont sourds mais qui ne sont pas muets. Ils ont la méthodologie, la pédagogie dans les écoles de formation, mais comment transmettre le savoir aux enfants, il faut venir encore apprendre. En première ligne, ils sont confiés à des titulaires qui sont déjà censés connaître la langue des signes. Il a son calepin, il note au fur et à mesure. Plus loin, dans les classes d'aptitude, les élèves développent leurs compétences en grammaire et en mathématiques. Le dialogue devient plus fluide, la participation plus vive. Chaque bonne réponse est saluée par des applaudissements silencieux mais éloquents. Canaliser l'énergie reste un défi. À la moindre inattention, les discussions reprennent. Un rappel à l'ordre suffit à recentrer l'attention.
malgré qu'il n'entend pas, toi tu es là à expliquer la leçon ou tu es là à recopier la leçon et ils sont là à faire des bruits. Maintenant, c'est toi qui essayes toujours d'être au même niveau qu'eux et tenir compte de leur handicap, le problème qu'ils ont. Une fois quand tu expliques la leçon, immédiatement ils comprennent. Mais une semaine encore, quand tu reviens sur la même leçon, ils oublient. Bon, ça c'est le grand défi qu'on a ici. Au secondaire, place aux évaluations trimestrielles. Les élèves sont concentrés sur leurs copies. Ceux qui ont des difficultés à cerner les sujets s'expriment par les gestes. Je m'appelle Mohamed El Traoré. Je suis en classe de 7e année. Nous sommes en épreuve de mathématiques. Et dans l'ensemble, j'ai vu le sujet. Il y a des parties faciles pour moi et d'autres sont difficiles. Le programme enseigné est identique à celui des écoles classiques. Le Mali compte 10 établissements pour sourds-muets, dont 2 à Bamako. Nous suivons le même programme, nous organisons les mêmes examens et nous suivons les contrôles pédagogiques dirigés par nos centres d'animation pédagogique. Les conseillers sont là pour voir, nous guider, nous expliquer comment est-ce qu'il faut aller. Ici, le silence ne fait pas taire les rêves. À l'école pour déficients auditifs de l'hippodrome, chaque geste est une parole, chaque regard une leçon de courage. Les 315 enfants n'apprennent pas seulement à lire et à compter. Ils nous rappellent que l'inclusion commence par l'écoute, même quand elle se fait sans mots. Un dossier signé Awa Adama Koulibaly. Sur un tout autre plan, 3e session du conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est son budget prévisionnel. Compte rendu Fademba Keïta. Cette 3e session permet donc au personnel de consolider les acquis, d'atteindre les objectifs visés en 2026. Pour cette année 2026, nos priorités porteront sur le renforcement des capacités pédagogiques et scientifiques, la modernisation des laboratoires, l'intensification de la recherche appliquée, la consolidation des partenariats et surtout la diversification des ressources propres. Cette ambition dépend de l'analyse judicieuse des documents soumis à l'appréciation des administrateurs présents. Les travaux de la présente session porteront essentiellement sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 2e session du Conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 2e session du Conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles, l'examen et l'adoption du programme annuel d'activité 2026. Malgré la crise énergétique et la situation sécuritaire et plusieurs contraintes, Servitex a fait preuve de résilience et de capacité d'adaptation en 2025. En 2025, nous avons renforcé les compétences de nos équipes à travers des formations techniques et scientifiques au Mali, mais aussi à l'international, ce qui a contribué à améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations. Notre rayonnement institutionnel et scientifique s'est accru pendant la même période grâce à la participation du Servitex à de nombreuses rencontres. Malgré ces prouesses, il y a des difficultés auxquelles l'État et les partenaires doivent faire face. En l'occurrence, l'insuffisance de financement affectant la rénovation des infrastructures, la maintenance des équipements et l'acquisition d'autres matériels plus performants. Dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes, le ministère du tutelle a procédé à la remise d'équipements de restauration coupe-couture à l'Union des femmes musulmanes du Mali. L'initiative permettra aux bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus, nous précise Sorona Kamisoko. En remettant ces équipements de production composés de marmites, de machines à coudre et bien d'autres accessoires à l'Union des femmes musulmanes du Mali, le ministre de l'Entrepreneuriat national répond à l'un des soucis majeurs des bénéficiaires, celui de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus.
L'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali vous remercie sincèrement pour cette donation qui vient à point pour consolider certains acquis de l'UNAFEM, à savoir les centres de formation professionnelle en coupe et couture. Les kits en restauration seront utilisés entre autres pour accompagner les femmes musulmanes membres de l'UNAFEM formées dans le cadre du projet Horizon d'Espoir issu du partenariat avec le réseau Islam, Population et Développement RIPOD, l'ONG Vildaf et le groupe pivot Santé Population. Cet appui du département en charge de l'emploi vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, mais aussi des activités porteuses d'emploi et de revenus d'une part, et d'autre part, il s'agit de consolider les emplois existants. C'est un geste de reconnaissance et une manière pour nous très traditionnelle de reconnaître et de magnifier leurs efforts pour tout ce qu'elles font pour le pays dans le cadre de la stabilité, dans le cadre d'accompagnement des jeunes. Donc pour nous, c'est aussi de notre responsabilité d'accompagner tous ces efforts. Auparavant, le ministre Oumsal Sek, accompagné de son collègue chargé des affaires religieuses, avait visité le siège de l'INAFEM. Question de s'imprégner de son fonctionnement. Je vous amène, comme annoncé dans les titres, dans un périmètre maraîcher de 2 hectares à Djabala, dans la commune urbaine de Bougouni, gérée par une coopérative de 150 femmes. Les légumes de saison ne font pas défaut dans les repas de toute la zone grâce à la détermination de ces braves dames qui ont décidé de s'épanouir et prendre part activement à la sécurité alimentaire du pays. Notre équipe de reportage régionale est conduite par Abdul Karim Konati. La région de Bougouni est une zone de maraîchage par excellence. Cette activité génératrice de revenus est généralement pratiquée par les femmes en milieu rural et cela après l'hivernage. C'est pourquoi elles sont très souvent organisées en coopérative pour mettre en valeur des vastes périmètres maraîchers. Nous sommes dans la campagne agricole de maraîchage qui fait suite. Et nous avons un objectif d'emblavure de 2722 hectares. À la date de fin décembre 2025, nous sommes à un taux de réalisation d'environ de 56%. Cette activité nous offre beaucoup d'opportunités. Les femmes s'occupent de leurs plants durant toute la période de maraîchage. Ça permet aussi d'éviter les voyages de longue période. À Djambala, dans la commune urbaine de Bougouni, nous sommes dans un périmètre aménagé de 2 hectares. Une superficie exploitée par une coopérative de 150 femmes. Nous avons reçu les premiers appuis d'une ONG à travers le secteur de l'agriculture. Cette ONG a formé les femmes et les jeunes du village à la bonne pratique du maraîchage avant de procéder à l'aménagement du site. Autrefois, on se servait des puits à grand diamètre. Vers le mois de mars ou avril, ces puits deviennent secs. Aujourd'hui, cette pénurie d'eau est finie grâce à ces 2 adductions d'eau sommaire. Notre rôle consiste dans ces jardins de former les dames qui exploitent ces sites, de les accompagner et de les appuyer techniquement pour mieux produire. Cette activité permet à ces femmes de faire face à certaines charges familiales. Ces braves productrices parviennent ainsi à contribuer aux frais de condiments et enrichir le panier de la ménagère. Les produits maraîchers récoltés améliorent aussi la sécurité alimentaire avant d'être une source de revenus et d'insertion socio-professionnelle. À chaque cueillette, je peux gagner jusqu'à 5 000 francs CFA. Cela pour tous les 3 jours. Cette activité nous rend autonomes, permet de subvenir à nos besoins et venir en aide à nos maris en cas de besoin. Nos sauces ne sont jamais préparées sans mettre des légumes. Le premier avantage, c'est que les femmes vendent pour faire leurs dépenses. Nous mangeons permanemment ces légumes dans nos sauces qui contiennent des vitamines. Le maraîchage, de façon générale, est une activité agricole rentable, très très rentable.
Une partie des légumes est directement vendue sur les différents marchés de Bougouni. L'argent ainsi généré est épargné pour permettre aux femmes membres de la coopérative de faire des petits prêts en cas de besoin. J'ai acheté plusieurs légumes, tout ça pour ma sauce. Nous avons une caisse d'épargne. Nous tenons régulièrement des réunions mensuelles depuis 10 ans. Nous avons environ 500 000 francs CFA dans notre caisse. Ces organisations féminines traduisent la volonté du gouvernement à faire de l'agriculture un levier de développement économique et social. C'est pourquoi ces femmes sont suivies par les techniciens du secteur de l'agriculture depuis la phase de bouturage des plants jusqu'à leur cueillette. Et ça se passe à Bougouni. Lancement du projet FONDAF, entendez par là foncier, dialogue et autonomisation des femmes. À hauteur de plus de 123 millions de francs CFA, le dit projet a pour but de contribuer à la stabilisation sociale et à la consolidation de la paix au Mali. Adama Traori. En dépit des mesures prises par le gouvernement à travers l'adoption de la loi foncière agricole et celle de la politique foncière agricole, la question foncière demeure une problématique dans notre pays. C'est pour relever ces multiples défis concernant les fonciers que l'ONG AMED, sur le financement de l'ONU Femmes à hauteur de plus de 23 millions de francs CFA, que le projet FONDAF a vu le jour. Le projet s'inscrit dans une dynamique de contribuer à la stabilisation sociale et la consolidation de la paix au Mali. En lançant officiellement aujourd'hui le projet FONDAF dans la région de Koulikoro, nous faisons le choix du dialogue, de la paix, de l'équité. Nous réaffirmons notre conviction que la sécurisation foncière inclusive est un levier fondamental pour le développement local et la stabilité durable. De manière plus spécifique, le projet ambitionne de faire de l'ONAFA un mécanisme reconnu et efficace de prévention et de gestion pacifique des conflits fonciers, de renforcer les commissions foncières locales afin qu'elles soient plus opérationnelles, inclusives et crédibles, d'améliorer l'accès des femmes et des jeunes vulnérables à des opportunités socio-économiques, favorisant leur participation à la gouvernance locale et à la cohésion sociale. Le projet est bienvenu pour nous à Koulikoro, d'aider le projet pour sa réussite totale. Ce qui va nous permettre d'enlever une épine du pied parce que tous les jours on est assailli par les problèmes de foncier. Un des rôles majeurs des politiques foncières est d'arbitrer entre les usages et les intérêts contradictoires et de coordonner ces usages en fonction d'une vision du futur et d'une conception de l'équité et du vivre ensemble. Le projet FONDAF a une durée de 20 mois. Il couvre les régions de Koulikoro et de Sikasso. La plateforme Veille citoyenne et patriotique lance le projet Assimi Goïta pour l'environnement. L'initiative vise à verdir le Sahel grâce à la plantation d'arbres utiles pour l'alimentation et l'économie tout en protégeant la nature et aider les femmes rurales. Mohamed Sangaré pour le reportage. 7 millions d'arbres pour reverdir le Mali. C'est l'objectif ambitieux du nouveau projet Assimi Goïta pour l'environnement et le développement durable. Présenté officiellement devant plusieurs experts de l'environnement, cette initiative est portée par la plateforme de veille citoyenne et patriotique du Mali. Toutes ces espèces à valeur ajoutée écologique, par exemple le moringa, donc il y a bien d'autres espèces, notamment le néré, le karité, le tamarinier, le jujubier, toutes ces plantes-là sont menacées. Donc d'un point de vue même de la biodiversité, également de la lutte contre l'avancée du désert, nous avons tout un intérêt à planter seulement des arbres et à inculquer à notre jeunesse, honnêtement, notre jeunesse, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de respecter l'environnement. L'initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale de souveraineté alimentaire en plaçant l'économie verte et la préservation de l'environnement au cœur des priorités. Nous sommes la structure de l'État qui a en charge vraiment la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion des ressources naturelles. À ce titre, nous avons une déconcentration jusqu'au niveau communal. Donc nos relais sont au niveau maintenant des communautés et ils vont les appuyer par rapport à tout ce qui s'appelle appui conseil en matière maintenant de production, de sensibilisation et de mise en place maintenant des arbres et leur entretien. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers ses services techniques compétents, accompagneront
Cette initiative avait un intérêt soutenu et un engagement institutionnel affirmé, convaincu que la réussite de la transition écologique de notre pays repose sur une synergie forte entre l'État, la société civile et les communautés locales. La particularité de ce programme réside dans sa stratégie de proximité. Mobiliser directement le monde rural. Un premier geste symbolique de 1000 graines de moringa a d'ailleurs été effectué pour lancer cette dynamique de reboisement à travers les pays. Et la lecture de ce communiqué, la plateforme en transition demain condamne avec fermeté l'enlèvement du président vénézuélien et son épouse et exige sa libération inconditionnelle, immédiate et sans délai. Elle exprime sa vive préoccupation concernant le respect des textes et conventions internationaux pour la paix et la stabilité au monde, apporte son soutien indéfectible au peuple frère de la République bolivarienne de Venezuela et l'exhorte à rester unis, déterminé et résilient. La patrie, oui, c'est bien la patrie ou la mort, nous vaincrons, signé par le président Ousmane Doumbia d'Idoun le Saoudien. Un mot de justice, affaire Cheikhna Nimaga Dishiko. L'individu s'était attaqué au symbole de l'islam sur les réseaux sociaux, un délit qu'il avait conduit devant la justice sénégalaise. Ici au Mali, le Haut Conseil islamique a tenu à faire le point sur la suite de sa convocation. C'était ce samedi lors d'une assemblée générale d'information. Le Haut Conseil islamique du Mali tient à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la gestion de cette affaire et informe la communauté musulmane que le procès a condamné Cheikhna Nimaga Dishiko à 1 an de prison ferme. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Dr Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Il est au micro de Aridjou Matina. Ceci est un message du Haut Conseil islamique du Mali à l'intention de la communauté musulmane du Mali, suite à l'affaire qu'il a opposée à Cheikhna Nimaga Dishiko. Le Haut Conseil islamique du Mali tient à remercier tous les musulmans, tous ceux qui ont soutenu son action dans cette affaire, à commencer par le cabinet d'avocats sénégalais, auquel le Haut Conseil islamique a adjoint notre frère, Maître Mountaga Tall. Notre remerciement s'adresse à la communauté musulmane du Sénégal en général, aux leaders religieux du Sénégal en particulier, qui ont assuré une grande mobilisation derrière le Haut Conseil islamique pour soutenir son action. Le Haut Conseil islamique du Mali informe la Oumma islamique que le procès a condamné Cheikhna Nimaga Dishiko à 1 an d'emprisonnement ferme. Ceci est une occasion pour les musulmans de veiller à ce que leur religion soit respectée par tous ceux qui, ces derniers temps, pensent qu'ils peuvent se permettre de s'attaquer facilement au symbole de l'islam. Désormais, et ça c'est un message que le Haut Conseil islamique voudrait exprimer à l'endroit de la communauté musulmane du Mali, qu'elle sache qu'à l'avenir, tout acte blasphématoire contre notre religion, contre ces symboles, le Haut Conseil islamique suivra les voies légales pour défendre sa religion, pour défendre le prophète, pour défendre l'islam. Nous remercions les musulmans sénégalais, les musulmans de Guinée, de France, d'Italie, qui ont tous apporté leur soutien au Conseil islamique dans cette action. Qu'Allah le Tout-Puissant aide l'islam, qu'Allah le Tout-Puissant fasse que l'islam soit respecté, qu'Allah le Tout-Puissant nous donne la patience et la force nécessaire de défendre sa religion. Je vous remercie au nom du Haut Conseil islamique du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministre en charge de la justice du Niger face à la presse, c'était pour faire le bilan de la 2e édition de la semaine de l'assistance juridique et judiciaire tenue du 14 au 21 décembre dernier, nous dit Amidan Galou. Tenue du 14 au 21 décembre 2025, la semaine de l'assistance juridique et judiciaire placée sous le thème
Assistance juridique et judiciaire aux femmes et aux enfants, quel dispositif au Niger consiste à faire entre autres connaître le dispositif juridique et institutionnel de la neige créé il y a 14 ans. Au cours de cette première édition, plusieurs activités ont été organisées à Niamey comme à l'intérieur du pays. La première édition de cette activité a été placée sous le haut patronage de son Excellence, le général d'armée Abderrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Nous avons noté un grand engouement particulier pour cette activité. Au cours de ces journées, environ 812 personnes ont été sensibilisées sur le rôle de la justice, son fonctionnement, les rôles des bureaux d'assistance juridique et judiciaire et les raisons ayant motivé le choix du thème. Des partenaires techniques se sont mobilisés pour l'atteinte des objectifs fixés par l'ANEJ. Il s'agit de l'association Timidria, l'association des femmes juristes du Niger Fidjienne, l'organisation internationale HIL, la clinique juridique de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdelmoumouni de Niamey. Un bilan satisfaisant ressort de ce point de presse du ministre de la Justice au vu du travail abattu par les professionnels de la justice tout au long de cette semaine organisée par l'Agence d'assistance juridique et judiciaire. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a examiné et adopté une résolution portant l'emblème du Parlement, un emblème utilisé depuis 2002, mais avec beaucoup d'irrégularités. À cette plénière, les députés ont également examiné et adopté le projet portant réaménagement des jours chômés et payés au Burkina Faso, des jours qui passent de 15 à 11 sur toute l'année, avec plus de 16 milliards de francs CFA à récupérer par le budget d'État. Franck Ouedraogo et Ahadi Sandaba pour plus d'explications. Désormais, lorsqu'une fête légale tombe sur un dimanche, le lendemain n'est plus nécessairement chômé et payé ici au Burkina Faso. Aussi, le nombre de jours chômés et payés est revu à la baisse, avec 11 au lieu de 15 jours par an, permettant au budget de l'État de récupérer annuellement environ 16,88 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé l'Assemblée législative de transition à travers cette adoption à l'unanimité du projet de loi. Ce n'est pas tout. L'on ne parle plus de jours fériés, mais plutôt de jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement pour exprimer la laïcité de l'État dans la commémoration des événements laïques, religieux, civils ou militaires. Il s'agit donc du 3 janvier, soulèvement populaire, le 4 août, l'avènement de la révolution démocratique et populaire, le 5 août qui encadrait la proclamation de l'indépendance, le 15 octobre qui est consacré à l'assassinat du président Thomas Sankara, le 31 octobre qui est consacré donc aux martyrs et le 1er novembre qui sera désormais consacré au recueillement pour la Toussaint et la fête de l'armée. Ces journées, dites de commémoration et de recueillement, feront désormais l'objet de réaménagement par communiqué du ministère en charge de la fonction publique et du travail. Et lorsque les circonstances l'exigent, la nouvelle loi permet également au ministère de déclarer par communiqué une journée chômée et payée. Des dispositions qui permettent d'assurer une continuité du service public et d'améliorer les prestations du service public. À cette plénière, les députés adoptent également à l'unanimité une résolution portant l'emblème du Parlement burkinabé. Une résolution qui permet de corriger des insuffisances et des irrégularités constatées depuis 2002. L'emblème est constitué d'un alliage de photos et de dessins, ce qui n'est pas normal. Il fallait donc que ce soit entièrement en dessin. Il y a également que l'emblème n'est pas protégé. Une protection qui prend également en compte le texte pour encadrer le fonctionnement et l'usage de l'emblème du Parlement. La nouvelle résolution intervient dans un contexte où la représentation nationale utilisait depuis 2019 un nouvel emblème qui n'a jamais été adopté, encore moins encadré. Et l'adoption de la résolution vient combler un vide juridique et va permettre alors au Parlement de jouir pleinement de ses droits en la matière.
Retour à l'actualité nationale. Bientôt, un nouveau label de moutons au Mali dénommé Balibali Saga Oron Standard. L'initiative est de la coopérative Saga Djanye, une organisation spécialisée dans ce qu'elle appelle l'élevage de prestige. Pour y parvenir, elle entend s'inspirer de l'expérience des producteurs professionnels d'ovins et de caprins. Les deux parties ont posé les jalons de ce nouveau partenariat au cours d'une rencontre tenue ce samedi ici à Bamako, et Tchemro Konaté était sur place pour le RTM. Balibali Saga Oron Standard, un nouveau label en matière d'élevage des moutons en perspective au Mali. Une initiative de la coopérative Saga Djanye qui entend ainsi contribuer à révolutionner l'élevage de cette race de moutons au Mali et par extension des autres petits ruminants. Saga Djanye est une coopérative des éleveurs. Nous faisons de l'élevage de prestige, nous faisons de l'embauche ovin caprin pour améliorer la viande sur l'assiette des Maliens. Mais exclusivement, nous nous focalisons aussi sur ce que l'on appelle l'élevage de prestige. Dans ce cas, nous faisons l'élevage métissage, nous faisons toutes les races, Tchad pur sang et autres. Ce changement de fusil d'épaule est l'une des résolutions issues de la dernière Assemblée générale ordinaire de la coopérative tenue en décembre dernier. Pour la réalisation de cet objectif stratégique, la coopérative Saga Djanye a jeté son dévolu sur les producteurs professionnels d'ovins et caprins. C'est de profiter de leurs expériences depuis plus de 8 ans pour avancer avec eux rapidement vers le BBH standard. C'est des chemins et des critères qu'il faut développer pour permettre au Mali d'avoir cette race enfin appelée BBH, Balibali Oron Mali Saga. Le Mali aujourd'hui, c'est un championnat national de petits ruminants de 52 millions. Sur ces 52 millions de sujets, c'est une participation de 12% au PIB national. Donc pouvoir créer une race améliorée malienne qui va aider à créer de la précocité au niveau du championnat national, ce n'est que bénéfique pour le Mali et pour l'écosystème en général. Cette rencontre se veut donc un cadre d'échange au cours duquel les parties vont poser les jalons d'un partenariat fécond en projet. Pour donner un avant-goût à l'assistance, des échantillons de Balibali Saga Oron Standard lui ont été présentés à travers une projection. C'est au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ que le festival culturel Ogobanya a officiellement lancé ce matin sa 11e édition. Face à la presse, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de l'événement placé sous le thème « Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable », réaffirmant le rôle du festival dans la promotion et la transmission des valeurs culturelles maliennes. Moussa Kamara, Sambou Diakité, reportage. Quand tradition rime avec développement, Ogobanya, le quai du Hogon, ouvre ses portes à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du peuple Dogon. Véritable rendez-vous culturel majeur, le festival célèbre la richesse de cette culture millénaire tout en véhiculant des valeurs fortes de paix, de fraternité et de rencontres interculturelles. Cette année encore, le public pourra profiter d'un programme riche et varié. Le festival se propose d'ouvrir un débat sur des questions d'une importance capitale pour notre société. Pour ce faire, en plus des activités socio-culturelles traitant de thèmes, des conférences scientifiques seront organisées et animées par des universitaires, des connaisseurs traditionnels que nous avons. Comme innovation cette année, c'est tout d'abord l'originalité du thème, qui est en lien avec le contexte actuel du Mali. Comme d'habitude, vous aurez à la place le Ogon avec tout son pouvoir, les quartiers Tamashek, le Toguna, le carré des restaurants, la médecine traditionnelle, une grande équipe de soins pour le dépistage et le traitement des cancers et des autres maladies chroniques. Pour l'association Guina Dogon, promotrice du festival, l'enjeu est clair. Préserver l'identité culturelle tout en inscrivant dans les réalités actuelles. Comme les précédentes éditions, cette édition vise à promouvoir les cultures du Mali comme étant les foyers de conservation, de créativité, avec un patrimoine immatériel et matériel qu'il incombe de protéger, de transmettre et de faire rayonner. Cette 11e édition met un accent particulier sur la cohésion sociale avec la communauté Bozo comme invité d'honneur en reconnaissance de sa contribution au patrimoine national. Nous avons été associés à Ogobanya depuis près de 7 ans.
avant même d'être invité d'honneur, pendant les nuits de cohésion. Nous avions essayé de remplir notre partition à l'époque. Et cette année, nous sommes invités d'honneur. Comme on dit en Bambara, bon, vraiment, depuis des années, nos enfants Dogon nous ont prouvé qu'ils ont de la valeur et ils sont en train d'essayer de dépasser leur père et leur mère. Après ce lancement officiel, le compte à rebours est lancé. Le public est attendu le 26 janvier prochain à la place du cinquantenaire pour l'ouverture officielle de la 11e édition du festival culturel Ogo-Bagnan. Cette sortie prématurée, si je peux le dire comme ça, Abdul Karim Kaba, la participation des Aigles à la CAN au Maroc a été soutenue par l'ensemble des Maliens et la marraine de la Commission nationale d'organisation reconnaît les efforts de tous les Maliens. Et oui, la marraine de la Commission nationale d'organisation et de mobilisation des fonds pour la CAN Maroc 2025, Haïdara Cheta Sissé, a toujours été au Maroc aux côtés des Aigles. Et à chaque rencontre du Mali, elle a tenu à remercier les autorités de la transition pour la mission confiée à elle et aussi les différents donateurs qui se sont mobilisés pour la cause du Mali. Suivons. On est triste, c'est vrai, parce que nous sommes sortis de la course. Mais en même temps, on repart au Mali la tête haute. La tête haute parce que nos joueurs ont fait de leur mieux. Ils se sont vraiment donnés. Et cette coupe m'a permis de comprendre combien les Maliens sont attachés au Mali. C'est surtout la ferveur des Maliens, la joie d'être ensemble. Donc on a gagné le pari de la mobilisation. La mobilisation financière, c'est vrai, mais aussi la mobilisation des Maliens derrière les Aigles. Le football nous rapproche. J'ai toujours compris que les Maliens aiment le Mali, mais le football, c'est autre chose. Le football m'a permis vraiment de comprendre à quel point les Maliens tiennent au Mali. Donc, je dirais à mes compatriotes qu'on n'a pas démérité, que nos joueurs n'ont pas démérité, qu'ils ont besoin d'encouragement. Et quand on soutient son équipe, à travers l'équipe, on soutient le Mali. Pour soutenir le Mali, il faut soutenir les autorités qui ont à charge les destinées de notre peuple aujourd'hui. Et c'est dans le meilleur comme dans le pire. La marraine de la Commission d'organisation et de mobilisation de fonds pour les Aigles du Mali à la CAN Maroc 2025. Nia Traoré place donc ce mercredi aux demi-finales. D'abord Maroc-Nigeria à partir de 20h. Et auparavant, le Sénégal jouera contre le vainqueur du dernier match des quarts de finale qui oppose en ce moment l'Égypte et la Côte d'Ivoire. C'est tout ? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Grand merci à la réalisation et à la rédaction. Demain à 20h, je vous retrouve ici même, c'est-à-dire même plateau, même heure. Vous pouvez éventuellement visiter notre plateforme www.ortm.ml. Bonsoir et excellente suite de programmes sur ORTM1.